Privyet les amoureux de la culture russe, je suis toujours aussi content de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je voudrais tous vous remercier et plus particulièrement l'abonné I Have Not Idea qui m'a demandé de faire cette vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on va donc parler d'histoire et de tragédie. Je nomme la dernière famille impériale de Russie, les Romanov. Le tsar Nicolas II et sa femme Alexandra Féodorovna ont eu 4 filles. Et oui, 4 filles à la maison, je vous laisse imaginer le bazar. D'autant plus que dans toute famille impériale, ce qu'on attend le plus, c'est un héritier mâle pour assurer la pérennité du pouvoir. Ces 4 grandes duchesses étaient connues sous un acronyme qu'on leur donnait de façon affectueuse, Otma, formé avec les initiales de Olga, Tatiana, Maria et enfin Anastasia. Olga et Tatiana, les plus grandes, ont été nommées d'après les sœurs héroïnes d'un célèbre roman de Pouchkine, Eugène Onéguine. Elles étaient surnommées la Grande Père car elles passaient le plus clair de leur temps ensemble et qu'elles partageaient la même chambre. Durant la Première Guerre mondiale, elles ont toutes les deux servi en tant qu'infirmières. Olga était connue pour être extrêmement intelligente, elle aimait beaucoup lire et travailler. En revanche, elle avait un sale caractère et elle se disputait régulièrement avec ses domestiques. Tatiana était plus réservée, mais on la considérait aussi comme la plus belle des filles du tsar. Maria et Anastasia, les plus jeunes, étaient surnommées la Petite Père. Elles aussi partageaient la même chambre et elles étaient très proches l'une de l'autre. Maria était surnommée Ange car elle était toujours très sage. D'ailleurs, ses sœurs l'appelaient demi-sœur pour s'en moquer. Elle était très belle et ses grands yeux bleus faisaient sa réputation. Enfin, Anastasia est la 4e et dernière fille du couple impérial. Elle est née le 18 juin 1901 au palais de Peterhof à côté de Saint-Pétersbourg. Le palais de Peterhof, c'est un peu l'équivalent du Versailles français. Anastasia, c'est une enfant connue pour être active, fougueuse et souriante. Son comportement n'est pas vraiment celui qu'on attend d'une princesse. D'ailleurs, pour se faire des amis, elle avait supplié sa mère de la scolariser dans une école plutôt que d'être éduquée par son précepteur. Mais sa mère a toujours refusé. Dans son temps libre, la princesse Anastasia fait de la photographie, elle écoute son phonographe ou encore elle joue du balalaïka avec son frère. Car oui, le couple impérial aura finalement la chance d'avoir un petit garçon 3 ans plus tard, le petit Alexis Nikolaïevitch. Hélas, atteint d'hémophilie, cette maladie qui empêche la coagulation du sang et qui peut transformer la moindre coupure en véritable hémorragie. Cet état de santé fragile laissait craindre qu'il ne soit jamais en état de prendre la succession de son père. Toute la fratrie est éduquée par Monsieur Pierre Gilliard, un Suisse professeur de français. Il sera leur unique et fidèle précepteur. Sa mission ? Préparer ces élites de la nation à être des personnes droites, justes et morales. D'ailleurs, il n'est pas monarchiste et se fait un point d'honneur à ce que ses enfants apprennent à connaître et aimer le peuple dont ils sont presque totalement déconnectés. La vie était donc douce pour cette famille, jusqu'à ce qu'éclate la Première Guerre mondiale en 1914. Anastasia avait 13 ans. Pierre Gilliard, le précepteur de la famille impériale, reste en Russie. En 1917, la situation militaire et économique est désastreuse. On compte alors 1 700 000 morts et presque 6 millions de blessés. La Russie est ruinée et la population est affamée. La colère gronde dans le peuple. Pour ne rien arranger, l'impératrice est d'origine allemande, les ennemis de la guerre. Et en plus de ça, elle apparaît comme étant complètement sous le contrôle de Raspoutine, un genre de gourou mystique sur lequel j'ai fait une vidéo très complète, je vous mets le lien en description. L'hiver rude sévit, et là, c'en est trop. Les ouvriers se mettent spontanément en grève, les soldats se mutinent, et la révolution de février 1917 commence. Le tsar, qui n'a plus les moyens de contenir son peuple, est contraint d'abdiquer le 2 mars 1917 au profit de son frère, car son fils, malade, n'est pas en état de régner. Mais ce frère, le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch Romanov, renonce au trône et c'est alors la fin du tsarisme. La période qui suit est pleine de confusion. Le gouvernement provisoire peine à s'imposer, en même temps que progressivement, les ouvriers et les paysans s'organisent politiquement en soviet. Dans le même temps, d'autres profitent du chaos ambiant pour sortir leur épingle du jeu. Ce sont les bolcheviks, une branche du communisme menée par Lénine. Il est important de savoir que ces communistes étaient financés par l'Allemagne qui voulait les mettre au pouvoir pour qu'ils se retirent de la guerre. L'Allemagne aurait alors pu se concentrer sur le front de l'Ouest. Le gouvernement provisoire, mené par Kerensky, abolit la peine de mort, ouvre largement les prisons et permet aux exilés de tous bords de revenir. Ainsi revient Lénine qui s'était exilé à l'étranger. Pour l'heure, la famille impériale est assignée à résidence dans son palais, mais elle est bien traitée. Il manque encore le tsar Nicolas II qui n'est pas rentré du front. Le personnel du palais fait face à un ultimatum. Ils ont jusqu'à 16 heures pour quitter les lieux, sinon ils seront mis en état d'arrestation. Mais le précepteur et quelques domestiques décident de rester avec la famille et Nicolas II finit par les rejoindre. Le gouvernement avait décidé d'expulser la famille impériale en Angleterre, mais l'état de santé des enfants oblige à repousser le voyage. 3 des filles ont la rougeole et la 4e a une pneumonie. Hélas, c'était là leur seule chance de survie à la Révolution, mais ils ne le savent pas encore. En octobre 1917, les bolcheviks sont majoritaires dans presque tous les soviets. Vous savez, ces comités de paysans, d'ouvriers ou de marins par exemple.
Ils sont maintenant en mesure de faire pression sur le gouvernement de Kerensky. Il n'est donc plus question de laisser partir la famille impériale. Trotsky écrira d'ailleurs qu'aucune révolution sérieuse n'avait jamais laissé un monarque détrôné gagner l'étranger. Eh bien ça y est, la révolution est sérieuse et les alliés de la famille se font rares. Ainsi, la France et l'Angleterre font savoir que les Romanov ne sont plus les bienvenus. Les perspectives sont bien sombres. Mais le précepteur reste fidèle. À son père, il écrit être resté parce qu'il aurait été trop lâche de ma part d'agir autrement. J'ai prévu toutes les éventualités possibles et ne suis pas effrayé par ce qui m'attend. J'estime que je dois aller jusqu'au bout, à la grâce de Dieu. Ayant profité de jours heureux, ne dois-je pas partager avec eux les jours malheureux ? De son côté, Kerensky craint un coup d'état des bolcheviks, et il sent que la famille Romanov est en danger. Il décide donc de les envoyer à Tobolsk, dans l'Oural. Ils sont escortés par 300 soldats, qui sont aussi leurs geôliers. Tout autour de la maison où ils résident, on dresse de grandes palissades en bois. Leur accès aux journaux et aux lettres est strictement contrôlé, aucune visite ne leur est permise. Durant leur captivité, les rares fois où elles ont pu écrire à leurs proches, les 4 grandes duchesses signaient leurs lettres hautement. En octobre, les bolcheviks renversent le gouvernement de Kerensky et ils s'emparent du pouvoir. S'ensuit une guerre civile opposant l'armée rouge bolchevique aux armées blanches, sympathisantes de la famille impériale. On leur ordonne de faire rapidement leurs bagages sans leur dire où on les emmène. Les gardes sont nerveux et brutalisent les enfants. Quelques jours plus tard, ils arrivent par le train à Yekaterinbourg, une autre ville de l'Oural. Sans qu'on l'ait prévenu, le précepteur est séparé de force des enfants. Dans son livre, il raconte « Je voulus sortir, mais je fus brutalement repoussé dans le wagon par la sentinelle. Et par la fenêtre, il voit s'éloigner pour la dernière fois les visages des enfants qu'il a tant aimés. » Plus tard, alors que les armées blanches s'approchaient dangereusement de Yekaterinbourg, où étaient retenus les Romanov, Lénine craignait qu'ils ne soient libérés de leur prison. Ainsi, il ordonna l'exécution de la famille impériale. Nous sommes dans la nuit du 17 au 18 juillet 1918 dans la villa Ipatiev à Yekaterinbourg. Vers minuit, on donne l'ordre de réveiller les Romanov, puis on les rassemble dans une pièce au sous-sol. Nicolas II fait venir 2 chaises pour que lui et son épouse puissent s'asseoir. Yakov Yurovsky, le chef des geôliers, surgit et annonce solennellement « Nikolai Alexandrovitch, les vôtres ont essayé de vous sauver, mais ils n'y sont pas parvenus, et nous sommes obligés de vous fusiller. Votre vie est terminée. » Les soldats présents dans la cave ouvrent le feu presque à bout portant. Le tsar et sa femme sont tués sur le coup. Les filles, qui avaient des bijoux cousus dans leurs vêtements, mettent un peu plus de temps à mourir. Et le jeune Tsarevitch, qui rampait vers la sortie, est achevé à coups de baïonnette. Les corps sont placés dans des draps, conduits en camion dans une fondrière à quelques kilomètres de là, puis brûlés à la chaux et au vitriol. 2 jours plus tard, le pouvoir bolchevique annonce l'exécution du tsar dans les journaux, mais garde le silence quant au sort du reste de la famille. Tout le monde pense alors qu'ils sont retenus prisonniers dans un lieu tenu secret. Trotsky, qui voulait un procès public pour le tsar, affirmera plus tard que Lénine voulait terroriser ses ennemis. 1 an plus tard, M. Gilliard, le précepteur, partit à la recherche des enfants Romanov. À Yekaterinbourg, il visita la villa Ipatiev, qui fut leur dernière demeure. Je pénétrais avec une émotion intense dans la chambre qui peut-être, j'avais encore un doute, avait été le lieu de leur mort. L'aspect en était sinistre au-delà de toute expression. Les parois et le plancher portaient de nombreuses traces de balles et de coups de baïonnette. On comprenait à première vue qu'un crime odieux avait été commis là et que plusieurs personnes y avaient trouvé la mort. Mais qui ? Combien ? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Encore un grand merci pour les personnes qui me suivent déjà et qui postent des commentaires, ça fait vraiment trop plaisir. En attendant la semaine prochaine, je vous dis paka, salut!